Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 août 2022. Aujourd'hui, on m'a vendu ce livre que je voulais lire et que j'ai lu assez rapidement. C'est pas un grand exploit, le livre est plutôt léger, se lit très très rapidement également. Et c'est de Siméon Wade, Foucault en Californie. Cependant, la préfacière Heather Dundas, c'est une préface qui m'a parfaitement exaspéré. C'est à la fois condescendant, c'est à la fois... Mais elle raconte, bon, cette histoire de Foucault qui aurait eu une sorte d'illumination en prenant du LSD. On a présenté ce livre publié, attendez, ouais, qui a d'abord été publié en anglais en 2019. On a présenté ce livre comme une révélation. Est-ce que je la partagerai en vidéo de bas d'écran? Mais il y a déjà près de, ouais, peut-être 10 ans, j'ai commis une vidéo à partir d'un texte de Mathieu Lindon, le fils de Jérôme Lindon, le créateur, le fondateur des éditions de Minuit. Et, et là-dedans, Mathieu Lindon raconte son expérience de LSD avec Michel Foucault. Alors déjà, les documents, alors quand ce livre, Foucault, est sorti, tout à coup, les universitaires, les exégètes de Foucaldiens se sont extasiés, hein, le mot n'est pas trop fort, de cette révélation. Or, un littéraire l'avait déjà fait. Le livre de Mathieu Lindon, dont le titre m'échappe, faudrait que je vérifie dans mes propres vidéos, dans ma propre mémoire youtubesque, car je dois m'approcher sans doute des 2000 vidéos. 1100 sur ma première chaîne, et là, je dois, avec cette séquence qui est, nous sommes rendus, je pense, à 200 vidéos consécutives, la fameuse séquence lazaréenne, que j'ose pas vous dire quand elle prendra fin, car je n'ose pas y mettre fin. Pour moi, nous sommes toujours dans cette atmosphère. Lazare n'est pas ressuscité. On sort du tombeau. On est des zombies, d'une certaine manière. On est entre la vie, on est entre la mort. C'est assez monstrueux, au fond, Lazare. C'est une créature infernale. On peut même pas... c'est presque de la magie noire, au fond, Lazare. Et c'est un peu ça. On est dans une période, je dirais, d'ensorcellement. Tout nous ensorcelle. Il y a ce qui se joue, la guerre en Europe, la guerre européenne. Pour l'instant, c'est une guerre européenne. Certains historiens, une guerre européenne avec beaucoup de témoins, avec beaucoup d'acteurs qui, eux, ne sont pas européens. Beaucoup de partisans d'un côté, beaucoup de partisans d'un autre. Tant et si bien que certains historiens militaires de la guerre font de la Deuxième Guerre mondiale ce qu'ils appellent la guerre civile européenne. Alors si pour les Russes, la Seconde Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre patriotique, pour certains historiens, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre civile européenne. Guerre civile européenne, comme vous le savez, a fini par se répandre comme une traînée de poudre, avec la finale monstrueuse, deux bombes atomiques sur le Japon. Et donc, il y a ça. Il y a les changements climatiques dont plus personne ne peut faire mine qu'ils n'existent pas. Il y a une crise économique sourde qui va sans doute livrer ses fruits dans très peu de temps. Une crise énergétique. On comprend que l'énergie va finir par coûter très cher et que l'énergie
abondante et peut-être de l'ordre du passé. Bref, chacun d'entre nous comprend, chacune d'entre nous comprend que nous sommes entrés dans un nouveau monde passablement inquiétant. Et peut-être sommes-nous des Lazars. On marche, mais on ne marche pas d'un pas assuré. Et les peaux, notre peau n'est pas très ragoûtante. Alors oui, parlant de peau pas ragoûtante, ce qui m'a déplu dans cette préface, c'est d'abord l'étonnement de cet universitaire qui n'imaginait absolument pas que Michel Foucault ait pu incurgiter euh, des, des, des doses de LSD. C'est comme les étudiants à l'université, les jeunes étudiants, quand ils découvrent que leur prof quadragénaire ou quinquagénaire ont écouté The Police ou The Clash ou les Ramones dans leur jeunesse et qu'ils ont fait même leur doctorat en écoutant les Sex Pistols. Ils n'arrivent juste pas à le croire. Ils s'imaginent que les universitaires appartiennent à une caste pure, dénuée de libido parfois, dénuée de désir de concupiscence, dénuée d'envie, de rivalité. Pourtant, c'est un milieu plein de rivalité. Et tout à coup, quand ils découvrent leur professeur se déhanchant sur une piste de danse à la fin d'une session, écoutant The Seven Magnificent, des Clash, ils sont tout étonnés. Ah oui, ben oui, ce n'était pas, et plus personne aujourd'hui dans le corps universitaire euh, n'a pas connu et les plaisirs des nuits écourtées, les, les, les rêveries échevelées, les randonnées, les voyages, qu'ils soient psychédéliques ou même les voyages extrêmes, les voyages intellectuels extrêmes. Bref, que les universitaires ne sont pas que des universitaires. Alors elle s'étonne. Et quand elle rencontre, en fait, je pense que je ne vous lirai rien aujourd'hui. Et quand elle rencontre Siméon Wade, la première chose qu'elle dit de lui, c'est que il arrive dans un vieux camion qui date de l'an Pépin, comme dit Fabienne. Euh, il enlève sa casquette, il découvre un crâne dégarni, euh, maculé de taches brunes, et lorsqu'il sourit, c'est pour faire apparaître une bouche dépourvue de dents. Bref, on comprend que le type a été essoré par les années 80. Et, et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser. Chaque fois qu'il m'arrive de croiser un vieil hippie que la vie a laminé, d'être partagé entre une sorte de compassion pour la condition parfois difficile dans laquelle se trouvent ces vieux hippies qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu euh, prendre la mesure de la dureté du monde et qui se sont retrouvés en quelque sorte mis sur les lignes de côté. Que tout à coup, ils ont été des utopistes. Certains d'entre eux sont allés très loin, à la fois dans la marginalisation, dans la réflexion audacieuse. C'est le cas de Simon Wade, qui jugeait que Michel Foucault, par exemple, était le plus grand philosophe que la Terre ait jamais porté, et qui, pour lui, la rencontre avec Michel Foucault, c'était l'événement de sa vie. Et le trip des LSD qu'ils ont fait ensemble a été l'acmé de son existence, l'apothéose de sa vie, que jamais... Alors, à partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'une alternative. C'est de... Eh bien, c'est soit on s'adapte, soit on est marginalisé. Elle dit également, la préfacière, que bon, pendant plusieurs années, le LSD avait mauvaise réputation, et qu'aujourd'hui, eh bien, les recherches récentes démontrent qu'il y a une modification réelle
du niveau de conscience. C'est une transformation presque biologique. Là. Et que finalement, c'est peut-être pas si mal. Mais encore là, d'imaginer un Foucault prudent, il ne l'était pas sur quantité de sujets, il ne l'était pas sur le plan personnel. Les témoignages des témoignages sur sa vie privée abondent. Par exemple, ce qu'en dit Paul Venn. François Péraldi, le psychanalyste qui a couché sur son divan un nombre incalculable d'intellectuels québécois et qui détestait profondément le Québec, mais d'une haine inextinguible, prétend dans son journal avoir rencontré Michel Foucault dans un sauna à New York. Ou, Mathieu Lindon qui dit que, il a vu Michel Foucault sur le LSD, ou si ma mémoire est bonne, il en a peut-être même pris avec lui. Et le dernier témoignage, le plus redoutable, le plus redoutablement négatif, celui de Guy Sorman, qui n'hésitait pas à dire qu'au fond, il avait vu Michel Foucault lors d'un voyage dans un pays arabe au milieu des années 60 ou au début des années 70, courir les jeunes garçons. Et j'étais assez étonné, j'avais l'impression que le témoignage de Guy Sorman, en tout cas, était un témoignage d'autodéfense, un témoignage préventif. Avant que cette histoire-là soit connue, j'ai été témoin, en tout cas, témoin pas oculaire, mais témoin en tout cas, des démarches de Michel Foucault pour avoir des relations sexuelles avec des garçonnets. Avant que ça se sache, il a lui-même vendu la mèche. Alors, moi, je suis pas en mesure de... Et de toute façon, tous ces débats aussi, on ne peut pas séparer l'œuvre de l'homme. Pour moi, enfin, peut-être c'est bête ce que je vais vous dire, mais les grands artistes n'ont pas plus, les grands artistes, les grands intellectuels, les philosophes, n'ont pas une dispense spéciale pour commettre des actes qui sont répréhensibles au niveau des lois ou de la morale. Mais cependant, il est possible que certaines personnes donnent tout ce qu'elles ont de mieux dans leur travail et que pour le reste, il leur en reste peu. Il leur reste sinon rien. Mais quelqu'un qui apporte quelque chose d'important au niveau de la création ne peut pas être entièrement une mauvaise personne. Ça, c'est mon point de vue. Et qu'il y a beaucoup de consolation dans le fouillage de la vie privée de certains artistes importants ou intellectuels ou scientifiques. C'est une manière qu'ont les gens, je pense, plus ou moins doués, de se consoler d'une relative compétence. Et que, à quelque part, ces êtres hors normes, qui ont donné des œuvres magistrales, il y a une part de... Peut-être que certains d'entre nous sommes rassurés de voir, au fond, qu'ils sont, sur certains points, moins que nous, moins qu'un être humain, on va dire, normal, en admettant qu'un être humain normal, ça existe. Alors je pense qu'il y a une comparaison ici qui est compensatoire. Alors je comprends tous les mauvais procès qu'on fait aux uns et aux autres. Je comprends qu'on met par avance si la question... il y aurait peut-être de l'autostérilisation aussi dans cette chose-là. Parce que des gens qui donnent ce qu'ils ont de mieux dans un don de soi, parfois, qui est hors du commun, est possible que pour la majorité d'entre nous, ça soit tout simplement des modèles impossibles à imiter. Alors, fort heureusement, pour nous qui sommes à peu près normaux, il nous reste un peu de vertu. De petites vertus. Comme ça nous évite, on se dit,
Je suis pas un salopard, j'ai pas créé cette œuvre magistrale, mais au moins je suis pas un salopard. Mais je maintiens ce point. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de schisme, il n'y a pas de clivage plutôt. Il y a peut-être un déséquilibre. Il y a peut-être une pénurie. On a tout donné d'un côté, on a tout donné, ce qu'on avait de mieux, on l'a donné dans une activité artistique, intellectuelle ou scientifique. Il ne restait que des miettes pour le reste. Et ces miettes-là, elles sont peut-être parfois d'un goût douteux. Ah, voilà, voilà. Donc, j'ai été excédé. Donc, la préface m'a beaucoup excédé. Trouvé naïve. Son doute aussi, parce qu'elle dit, vu que c'est un pauvre type, hein, visiblement, qui apparaît devant elle, elle ne le croit pas. Elle ne croit pas qu'il a des manuscrits. Elle ne croit pas qu'il a des photos. Et malgré tout, elle se prend de sympathie, elle se prend d'amitié pour Siméon Wade. Mais en lisant ça, j'ai dit, en tout cas, j'ai pensé par devers moi, une sorte d'amitié intéressée. Au fond, et si c'était vrai qu'il avait pris du LSD avec Foucault, et si c'était vrai qu'il y avait un manuscrit, et si c'était vrai qu'au fond, alors elle devient amie comme pour vérifier. Il n'y a pas un... C'est pas un... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant cette préface, c'est que j'ai pas senti beaucoup d'estime pour Simone Weil. J'ai pas senti beaucoup d'estime dans la description physique qu'elle fait de l'auteur. J'ai pas senti d'estime non plus dans le scepticisme qui est le sien concernant la relation qu'il a eue avec Foucault. Je ne sens pas non plus d'estime. En fait, j'ai l'impression que par rapport au LSD, par exemple, c'est un esprit extrêmement cartésien, mais cartésien coincé, là. Cartésien dans la petite boîte. L'incapacité de sortir de la boîte. En fait, j'avais l'impression d'avoir un esprit à la fois suspicieux, étriqué, et dont les préjugés s'étalent à pleine page. Autre chose, on va rester dans la préface, tenez. Bon, Siméon Wade raconte qu'il a rencontré Timothy Leary. Ça n'a pas l'air de l'impressionner beaucoup. Alors, voyez ce qu'elle dit, par exemple, sur le LSD. Jusqu'à récemment, on a tourné en dérision l'idée emblématique des années 70 de prendre un élixir magique, comme le dit Wade, pour amplifier sa conscience. Cependant, de nouvelles recherches ont remis en question le rejet de l'expérience psychédélique. L'affirmation selon laquelle les effets du... Là, ici, il y a en fait, il y a une faute de frappe. C'est écrit LCD. On aura compris que c'était LSD. Sont éphémères et illusoires et désormais contestés. Et les usages thérapeutiques de cette substance longtemps discréditée sont à présent explorés. Il se pourrait que l'altération de la conscience ne soit pas seulement une blague. Eh bien, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de dire à Heather Dundas, il est grand temps qu'elle rencontre un vieux routier psychédélique qui va peut-être lui permettre d'ouvrir sa conscience. Parce que c'est ça aussi, hein, l'Orient intérieur, parce que la Californie, la côte ouest américaine, elle est tournée vers l'Orient. Et il est possible que cet Orient intérieur-là ait été en expansion par l'usage de psychotropes.
Il y a Timothy Leary aussi, qui pas plus que nous sommes dans Timothy Leary, qui lui a fait un usage abondant du LSD, ayant été un de ses principaux euh, propagateurs, a raconté il avait donné à son maître spirituel, un Indien, un Gupta quelque chose, et que, espérant voir sur son maître spirituel les effets de cette drogue ouvrant la conscience ou la modifiant ou la dilatant, et bien le lendemain, après une nuit, après avoir absorbé une dose de LSD, le maître indien en question a simplement dit à Timothy Leary qu'il avait eu mal à la tête. Alors, ça, il faut avoir atteint, en tout cas au niveau de la méditation, il faut avoir, je présume bien, avoir atteint un niveau de conscience qui est sans doute impossible à imaginer pour un occidental moyen. Ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'à la fin de la vie de Foucault, il me semble que sa mort est survenue en 84, il se savait atteint du VIH, d'ailleurs il en est mort, et il aurait demandé à Siméon Wade de l'accompagner dans les derniers moments de sa vie. Ça, je trouve que c'est une révélation assez intéressante, parce que vous tout de suite vous avez compris le lien, le trip qui s'est tapé avec son ami californien, eh bien peut-être faisait de cet ami le meilleur passeur pour franchir le pas, passer de l'autre côté. Alors peut-être Foucault, qui dit que c'était la plus grande expérience qu'il avait connue dans sa vie, s'est dit, se sentant la mort toute proche, s'est dit, ça me prend mon pote californien, bouffeur de LSD, pour m'accompagner de l'autre côté de la vie. Et à quelque part, je trouve cette idée plutôt intéressante, en fait. Car les deux avaient vécu une expérience d'absolu synthétique, mais où l'absolu est quand même là. Et dans notre univers horizontal, où l'horizon, en fait, nous ne vivons qu'à l'horizontale, hein, nous ne pensons qu'à l'horizontale, il faudrait pouvoir, et ceux qui ne vivent qu'à la verticale ne vivent pas longtemps. Alors, il s'agirait de vivre à la fois à l'horizon, à l'horizontale, et à la fois à la verticale. Il faudrait trouver le moyen de développer un axe où on ne perd jamais de vue et l'un et l'autre. Et c'est ça aussi la tragédie de tous ces idéalistes-là qui ont vécu à la verticale, c'est que l'horizon finalement a fini par les broyer, a fini, non pas par les broyer, mais par les niveler, a fini par les écarisser, a fini par les écraser. Ouais. C'est ça aussi. De trop de verticalité, l'horizon se venge. De trop d'horizon, la verticalité nous manque. Et on doit pouvoir vivre là on doit pouvoir avoir une vie qui s'articule sur ces deux axes-là. Elle dit une autre chose aussi qui m'a étonné. C'est que c'est à la suite de cette expérience de prise de LSD dans le désert en écoutant Stockhausen que Foucault aurait développé son concept naissant d'amitié. Encore là, on est en 75, je ne sais pas quel âge Michel Foucault, faites le calcul. L'amitié,
c'est pas un concept, c'est une réalité. Et c'est une chose que l'on découvre enfant, tout simplement. C'est pas une découverte que l'on fait intellectuellement, l'amitié. Ça relève des sentiments, ça relève de l'émotion, ça relève de l'ordre de la confiance, de l'abandon. C'est pas, on peut en faire un concept philosophique, mais c'est c'est intéressant à développer comme concept. Mais de découvrir tout à coup que son concept de l'amitié, il l'a découvert à la suite de cette expérience-là. Là, on a l'impression que quoi, Foucault, il n'a jamais rien vécu. C'est un pur esprit euh, vivant uniquement dans un univers livresque, et que tout à coup, voilà, il rencontre un jeune hippie chevelu, passionné de philosophie, et il découvre soudainement l'amitié. J'ai trouvé ça. Ce qu'il dit, il écrit donc Foucault une lettre à Siméon Wade le 14 mai 1975. Lui dit Je pense que de telles rencontres n'ont aucun sens si elles n'apportent pas à tout le monde un plaisir intense, réciproque et même la tranquillité. Ce que nous devons faire, c'est trouver une façon de transformer le principe de plaisir en un principe de réalité. C'est, je pense, un problème éthique et politique qui doit être résolu aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr que cette question-là, elle est excellente. Elle est absolument excellente. C'est que, en fait, le, le principe de plaisir, tel que vous l'avez entendu, ça ne devrait pas juste être un... En fait, ça devrait être un mode d'être qui engage l'être au complet et qui, même en incluant que les mauvaises expériences, hein, l'horizontalité de l'existence, soit perçue aussi comme un, comme un phénomène qui nous enrichit, et, et que ce principe de plaisir-là, dans son application dans la vie quotidienne, dans son application dans la quotidienneté des actes, des gestes, des paroles, peut être politique, peut être en soi un acte politique. Par exemple, moi je prétends que la politesse, par exemple, est une vertu cardinale. La politesse, l'affabilité, la douceur est une puissance, l'égalité d'humeur, l'empathie, le respect de la parole donnée. Ces petites choses qui sont, ces petites choses qui semblent ne pas être au cœur de nos systèmes politiques, qui ne semblent pas être au cœur non plus de de nos entreprises économiques, mais je pense qu'elles peuvent faire de grandes différences au fond. En tout cas, moi, j'ai du plaisir à être heureux. C'est dit bêtement comme ça, j'ai du plaisir à être heureux, et je pense, même si la vie est difficile pour tout le monde, et elle est difficile pour tout le monde, le, il y a comme une sorte d'élégance à être heureux au fond. Il y a une sorte d'élégance, si c'est pas pour soi, c'est toujours pour soi, mais on pourrait s'arranger que ce soit pour les autres également. Ne serait-ce, être heureux ne serait-ce que par courtoisie. Et tout le reste, la, la, la civilité acquise, par les habitudes, acquise par l'usage du monde, eh bien, nous est sans doute nécessaire en ces temps en ces temps lazaréens, où nous ne savons plus si nous sommes sur le point de mourir, ou si nous sommes vraiment morts.
ou si nous nous apprêtons à une gigantesque métamorphose pour être super vivant. Alors c'est cette expérience-là de la supra-vie qu'a expérimenté Michel Foucault un soir de mai 1975. On est encore, hein, d'une certaine manière, avec la fameuse rencontre, la fameuse conférence de Columbia avec les principaux penseurs de la French Theory. Au fond, au fond, c'est pas les Américains qui ont découvert la French Theory. C'est les penseurs de la French Theory qui ont découvert ce qu'il y a d'Orient en Amérique.